L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. 4 faces, que ce soit à Berlin, à Toulouse, à Oran ou bien à Naples. Basta Project. Donc un échange interculturel. Projet Basta, parler de ces questions liées au genre, des droits des femmes et tout ça, c'est des questions qui restent encore très très sensibles. Basta Project, pour toi, c'est quoi? Stop. C'est stop. Radio Campus 9.4 FM est exactement l'heure que vous avez sur votre montre et c'est le rendez-vous de l'association Parle avec elle, le 16e, autant que je sache. Bonjour à toi, Laurent. Bonjour. Avec quelques invités aujourd'hui pour cette semaine. Oui, alors Amine, qui est l'un des bénévoles très présents sur l'association. Ophélie, qui est donc la nouvelle service civique stagiaire qui s'occupera du jeu Basta, dont on a déjà parlé ici dans l'émission quand on présentait pour le projet Basta. Et Louve, qui viendra nous présenter un de ses slams qu'on a beaucoup aimé sur les violences faites aux femmes. Donc bonjour à vous. Bonjour. 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 Alors, ils ont été patients pour cette émission, dont la thématique principale cette semaine est plutôt les femmes à la rue, les personnes à la rue, on va dire. Voilà. Donc, on va écouter une première intervention. Oui, pour donc de Alissa Arabar, qui est la présidente d'Oser le féminisme. Alors ça, c'est plus pour décrire un peu l'insécurité qu'il y a pour les femmes de manière générale dans l'espace public, qui est de base plus des zones où il y a plus de la masculinité qui se déploie, on va dire. Et elle nous l'explique très bien dans cette interview. On écoute Alissa. Donc moi je suis Alissa Arabar, je suis présidente et porte-parole de l'antenne 31 d'Oser le féminisme depuis 2 ans environ. Oser le féminisme, du coup, c'est une association nationale qui a à peu près 25 antennes dans toute la France, 26 bientôt parce qu'il y a une antenne qui est en train de se monter à Lyon. Et du coup on travaille en réseau au niveau national, mais aussi on a une espèce d'indépendante d'antenne locale et ça nous permet de former des partenariats et d'agir sur les territoires directement. Ouais. Voilà, donc sur Toulouse on mène plein d'actions, on fonctionne en pôle, donc on a un pôle éducation, on intervient en milieu scolaire, collège, lycée, université pour l'instant. On a un pôle communication avec des émissions de radio, des podcasts réguliers qu'on enregistre. On a des cas féministes chaque mois, un pôle précarité où on fait des collectes en fait, de produits d'hygiène intime pour les femmes qui vivent dans la rue ou les femmes migrantes. Ensuite, on a des partenariats avec des assos qui travaillent sur le terrain avec ces femmes et qui du coup peuvent leur distribuer. Voilà, puis ensuite, on a plein d'autres événements annexes qui se greffent au cours de l'année. Donc nous, c'est une émission sur le harcèlement, comme je t'ai dit. Est-ce que tu pourrais nous décrire le harcèlement, la description que vous en avez, vous, à Oser le féminisme? Alors le harcèlement de rue, pour faire simple, ça va être des comportements que vont avoir des personnes, donc souvent des hommes, dans les espaces publics. Donc les espaces publics au pluriel, c'est pas seulement la rue, c'est aussi les transports en commun, c'est aussi les infrastructures, voilà, c'est au sens large. Et du coup des comportements qui vont être intimidants, insistants, humiliants, dégradants. Et ces comportements, comme ils sont répétés et comme ils sont parfois violents, ils créent un climat qui va être hostile et qui va être un climat de peur pour les femmes et qui vont conditionner certains de leurs comportements. Donc ils vont les amener par exemple à ne pas fréquenter certains endroits de la ville ou à ne pas sortir à certaines heures de la ville ou à réfléchir à leur manière de s'habiller, etc. Et donc ça, c'est des choses qui sont inacceptables parce que ça limite en fait la liberté de mouvement des femmes. Et la liberté de mouvement, comme disait Andrea Dworkin, qui est une grande féministe, c'est quand même la liberté qui est préalable à toutes les autres. Donc du coup, c'est vraiment un enjeu très 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 important et c'est un enjeu qui est également culturel puisqu'il y a certains pays comme par exemple le Canada où il y a très peu de harcèlement de rue parce que c'est quelque chose qui est extrêmement mal vu par la société globalement, alors qu'en France c'est quelque chose qui est très largement invisibilisé et toléré puisque on va dire qu'on va assimiler ça à de la
drague, le côté un peu latin des Français, surtout dans le sud. Donc voilà, ça va être de la drague, ça va être même des compliments pour les gens. Et c'est illustré vachement par ce qu'il y a eu la tribune des 100 femmes, avec cette revendication d'une liberté d'importuner qui serait un préalable à la liberté sexuelle. Nous, on revendique complètement le contraire. On considère que tant que les femmes vivront dans un climat de peur, la liberté sexuelle ne pourra pas être complètement épanouissante pour toutes et tous. Voilà. D'accord, ok. Et vous avez beaucoup de témoignages qui vous sont rapportés. Surtout qu'on en recueille, parce qu'en fait on a une action qu'on appelle action pochoir, et en gros on recueille des témoignages de femmes qui ont été harcelées ou agressées dans les espaces publics dans Toulouse, et ensuite on se rend sur ces espaces et à la bombe à la craie on tag au sol ici un homme a agressé une femme, ou ici un homme a harcelé une femme, avec notre hashtag Stop Agresseur. Donc le double objectif c'est de visibiliser ces violences, de montrer aux gens qu'elles sont omniprésentes et qu'elles sont partout. C'est important, on a des retours de beaucoup de gens qui nous disent que justement ça leur a permis de montrer à leurs amis que voilà, c'était pas qu'elles qui exagèrent ou etc., mais que c'est vraiment un phénomène global. D'ailleurs le HCE, le Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a quelques années avait bien dit que 100% des femmes sont exposées à ce type de violence. Et du coup, le deuxième objectif, c'est dans la formulation en fait de la phrase « un homme a agressé une femme » ou « un homme a harcelé une femme », ça nous permet de visibiliser les agresseurs. Parce que très souvent, en ce qui concerne les violences faites aux femmes, on va parler au passif. Je me suis fait violer ou je me suis fait agresser, etc. Comme si ces violences tombaient du ciel, et pire, comme si la victime était responsable au moins en partie des violences qu'elle subit. Et là en fait ça nous permet de remettre les choses à l'endroit et de montrer que s'il y a des agressions, c'est parce que il y a des hommes qui agressent des femmes, et que ça fait partie d'un système dans lequel on vit où en gros les garçons sont pour beaucoup éduqués à la violence et éduqués à considérer que ces comportements sont normaux, comme je disais tout à l'heure, qui sont assimilables à de la drague. Et du coup il y a une espèce de grande omerta et de grande banalisation de ces violences là qu'on appelle même sexisme ordinaire, ce qui est un petit peu un oxymore. Et du coup, voilà, c'est pour lutter contre tout ça. Et vous, du coup, vous intervenez dans les lycées, au collège, et du coup, vous parlez de ce sujet. Absolument. Et quels sont les retours, par exemple En fait, c'est un sujet très important pour nous, c'est ce qu'on appelle le déterminisme de genre. Nous, on est une association de sensibilisation et progressiste, donc ça veut dire qu'on veut réformer la société dans son intégralité. On considère que les discriminations et les violences, elles viennent de tout le système, en fait, et donc de l'éducation, dès l'enfance, puis de la culture, même la langue qu'on parle, etc. Tout un tas de facteurs, en fait, qui créent ce système de domination. Donc du coup, effectivement, quand on intervient dans les établissements scolaires, c'est vraiment pour nous une très bonne occasion de parler avec des publics jeunes de ces questions-là et de faire ce qu'on appelle de la déconstruction de stéréotypes. Donc en fait, on est une asso d'éducation populaire et on a des techniques, des ateliers, des jeux qui nous permettent en fait, avec les élèves, de leur faire réfléchir à ces questions-là et vraiment d'échanger avec eux. Donc, pardon. Ce qu'on fait dans les collèges et les lycées, c'est pas du tout quelque chose de magistral. Dans les universités, c'est souvent plus magistral. Mais dans les collèges et les lycées, vraiment, on a cette volonté que ce soit un échange. Et vraiment, l'idée, c'est de planter des graines qui vont pousser par la suite. Parce que souvent, c'est des ateliers de 2 heures. Parfois, on a la chance de les faire pendant une matinée ou une journée entière. Mais souvent, c'est 2 heures. Et en 2 heures, on n'a pas le temps, évidemment, de déconstruire toute une éducation. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de planter des graines dans les esprits et qui germent par la suite, et surtout de toujours laisser nos contacts, etc., pour que les personnes qui sont intéressées puissent derrière venir à nos côtés creuser la question. Donc, Femmes sur la bande FM, on reprend avec cette interview donc de Alissa de l'association Oser le féminisme. Ouais. Donc, la problématique des femmes dans la rue. Des réactions sur ce qui se passe peut-être au quotidien. Si quelqu'un... Votre expérience peut-être de l'espace public Oui. Peut-être votre expérience sur l'espace public pour les femmes de manière générale, pour vous-même, même Amine, dites-nous tout. Tout, je sais pas, mais Amine, ça vous est arrivé de croiser une femme dans la rue et peut-être de vous y arrêter, ou en tout cas de la voir déjà? Oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Il y a une différence pour vous quand c'est une femme dans la rue ou quand c'est un homme? Quand même, il y a une différence. Oui. Alors, je ne sais pas comment expliquer, mais les femmes confrontées à la rue
sans domicile fixe. Alors, c'est quand même plus compliqué qu'un homme qui se retrouve dans la rue. C'est tout ce que je pense pour l'instant. Oui, c'est ce qui ressort quand on est amené à discuter avec des personnes qui sont à la rue, que ce soit des professionnels, voilà, ou des personnes. On va peut-être enchaîner donc avec une nouvelle interview. Ouais, mais peut-être, moi j'insiste quand même sur ce sentiment-là peut-être d'insécurité, ou en tout cas peut-être de ne pas pouvoir se mouver dans la rue. Peut-être que vous pouvez approfondir ça, Lou ou Ophélie. Ophélie ? Ouais, c'est un sentiment d'insécurité qui est autant alimenté par les médias, par les politiques aussi, avec ces politiques d'insécurité justement, et qui fantasme un peu l'image de la femme seule dans la rue qui doit être protégée et accompagnée d'un homme pour pas être en danger, et ce qui fait nous aussi en fait on alimente cette peur. Dans la rue, on va marcher, on sait qu'on va éviter des quartiers, on va éviter des horaires, et comme je sais plus qui en a parlé, mais les frontières invisibles, que nous on s'adapte en fait. Il n'y a pas de frontières, l'espace public il est mixte, normalement il est accessible à tous et à toutes, et pourtant voilà, il y a des quartiers, des horaires, des rues qu'on évite pour se protéger, alors que d'après les statistiques, on sait qu'il n'y a pas forcément plus d'agressions dans la rue que ça. C'est pas là où les femmes se font le plus agresser, à part le cas des femmes SDF, où là les cas d'agression sont quand même assez importants. Et donc c'est un sentiment d'insécurité qui à la fois réel et fantasmé, je dirais. D'accord. Louve ? C'est vrai que moi je me rends compte en sortant de chez moi qu'il y a des femmes, une en l'occurrence que je vois en bas de chez moi, et qui est là, et qui est... Alors je sais pas où elle dort, je sais rien, et on n'ose pas. Je trouve que on n'ose pas aller les voir, on n'ose pas aller leur parler, parce que justement il y a cette barrière là qui est mise, et c'est dommage, parce que elles ont plein de choses à raconter, et du coup on est allé voir le film Les Invisibles qui en parle vraiment très bien. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans l'émission. Et c'est vrai que voilà, cette barrière-là, elle est vraiment, vraiment dommage. Et il y a une peur qui est certaine, qu'on soit à la rue, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. J'ai envie de dire que même pour les hommes, il y a aussi cette insécurité-là. Donc qui est peut-être un peu moindre, mais qui est là quand même. Un homme SDF, il est autant plus en insécurité qu'une femme, je pense. Peut-être que les femmes, c'est vrai qu'elles sont un peu plus vulnérables, mais voilà, je pense que je sais pas si on peut faire quelque chose. J'arrive pas moi à savoir ce qui est possible de faire. Ok, donc là on a l'une de nos membres a été prendre du son pour une journée qui s'est déroulée le 12 janvier 2019 pour le syndicat Airbus. C'était un événement qui s'appelait Boxons contre les violences, il me semble. Et on a pu entendre Sylvie Froidefond de la mairie de Toulouse qui disait toutes les choses qui étaient faites pour ces femmes qui se retrouvaient à la rue. Donc on l'écoute. La personne va payer 10% de ses revenus, quels que soient ses revenus, qu'elle travaille pas, elle dit 10% de ses revenus vaudront pour le loyer, elle payera l'eau et l'électricité selon ses dépenses, voilà. Et ce logement est mis à disposition de cette dame. Ce sont des baux de 6 mois, renouvelables une fois, et pendant cette période où la personne habite l'appartement, il y a un suivi social. La personne n'est pas simplement mise comme ça dans l'appartement. Le suivi social aide à finir les papiers s'il y a des papiers à faire, voilà, tous les besoins, et puis aller vers un logement pérenne. C'est-à-dire se retrouver dans un appartement, tenir un appartement, reprendre ses marques dans le quartier, amener les enfants à l'école si jamais il n'y en a pas, voilà. 6 mois de plus si jamais c'est nécessaire, mais reprendre son autonomie, voilà, une vie normale, j'ai envie de dire. Bien sûr, sous l'emprise, sans emprise de violence. Et les adresses de ces appartements restent confidentielles, bien sûr, parce qu'on sait très bien que les femmes victimes de violences, parfois, et malheureusement, l'auteur, toute sa vie, va chercher à les retrouver ou à essayer de remettre en place cette emprise qu'il avait instaurée auparavant.
Voilà, donc ces logements passerelles pour les femmes victimes de violences. Ensuite, on organise autour du 25 novembre tous les ans. Alors le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes. On a cette volonté à l'échelle du territoire toulousain de travailler ensemble. On s'est rendu compte qu'une femme, lorsqu'elle est victime de violences, qu'elle a besoin d'aide, parfois le parcours pour trouver de l'aide est très difficile. Entre la bonne personne qui va pouvoir l'aider pour la santé, la bonne personne qui va pouvoir l'aider pour tout ce qui est juridique, la bonne personne qui va pouvoir l'aider pour tout ce qui est logement, voilà. C'est parfois très compliqué, elle passe d'une personne à une autre personne à une autre personne. Donc les professionnels, quels qu'ils soient, de quelque domaine qu'ils soient, c'est important qu'ils se connaissent. Que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit les avocats, que ce soit les associations pour tout ce qui est logement ou suivi social, que ce soit le département pour tout ce qui est maison des solidarités et tout ce qui est hébergement quand il y a des enfants, des choses comme ça, c'est important que les professionnels se connaissent. Pour que ce parcours des victimes soit fluidifié et soit facilité. On se rend compte que quand on connaît une personne, quand on a besoin d'une info, d'un renseignement, si je sais que je vais appeler tel collègue parce que je connais son nom, c'est souvent beaucoup plus efficace. Donc, dans cette idée-là, tous les 25 novembre, on organise un carrefour rencontre, où on est dans l'espace public, on est entre la sortie du métro Capitole et Zara, sur l'esplanade qui se trouve là, et tous les professionnels susceptibles d'intervenir à un moment donné dans le parcours d'une femme sont invités. On est une soixantaine, voilà, le nombre exact, il y a une quarantaine de structures présentes ce jour-là, et voilà, et on renseigne, on informe. On a fait la 5e édition en novembre dernier, et on se rend compte que cette journée-là, on a plein de situations qui nous sont témoignées, par des victimes ou par des témoins. Les gens viennent parler, viennent nous demander qu'est-ce qu'on peut faire, comment je peux agir, vers qui je peux aller. Voilà, donc c'est une journée assez importante, et c'est une journée aussi où les professionnels se rencontrent, font connaissance, un peu comme ce matin. Moi j'ai rencontré plein de personnes aussi que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que les pompiers par exemple faisaient ce suivi derrière quand il y a une intervention, donc c'est très intéressant. Je me demandais si c'était toujours avec la police, mais apparemment non, des fois c'est vous qui le faites. Donc on apprend toujours des choses, et il faut qu'on se connaisse les uns les autres pour au mieux aider les victimes lorsqu'il y a besoin et gagner en efficacité. On est une très grande ville, il y a beaucoup de structures, et c'est pas toujours facile de savoir comment agir, et comment agir efficacement surtout. Femmes sur la bande FM, on reprend après cette petite interview de la mairie de Toulouse, on va dire. On va pas citer le nom, 2 fois, ça fait publicité. Non, je rigole. Une petite réaction donc sur les propos et sur ce que fait la mairie de Toulouse d'un point de vue de cette question des femmes dans la rue. Sur l'institution, oui, parce qu'en fait, le camp des femmes s'est mobilisé pour ça, parce qu'elles ont senti qu'il n'y avait pas de réponse pour ces femmes qui étaient virées de leur logement parce qu'elles étaient violentées. Donc, par exemple, pour donner un exemple qu'on emploie souvent et qu'on entendra souvent dans l'émission, il y a une femme récemment qui s'est fait défenestrer par son mari parce qu'elle était sortie de chez elle après qu'elle ait senti qu'il était un peu violent, et elle a trouvé aucune solution face à ça. Elle a appelé 115, elle a appelé ses amis, elle a dû rentrer chez elle, et du coup elle s'est fait défenestrer, et du coup elle est tétraplégique, me semble-t-il, et la cour, la justice, l'a reconnue partiellement coupable de ça, parce qu'elle est revenue chez elle. Donc c'est ce questionnement-là qu'on donne, et c'est pour ça que ce camp des femmes a dû interpeller les politiques, les pouvoirs publics pour ça. Donc je ne sais pas si vous avez une réaction peut-être à donner à tout ça. Cette question de l'hébergement, hein, des femmes battues, violentées, ce que vous voulez, qui est quand même au cœur du sujet. Certes, il y a peut-être une différence légère entre hommes et femmes dans la rue, mais en l'occurrence, la violence semble être plus masculine que féminine dans ce cadre-là. Une réaction, peut-être Amine, une voix masculine d'abord. Hein, c'est la solidarité entre hommes. Doucement. Oui, alors c'est sûr que les femmes sont confrontées à la violence de l'homme. Moi, je pense que c'est vrai. Donc, même dans leur chez soi, dans la rue. Et bon,
Bon. T'as été témoin de ça? T'as pu le constater ou... J'ai été souvent témoin dans ma vie des femmes qui sont violentées par leurs copains, leurs maris, mais il n'y a toujours pas eu de justice envers la femme. Oui. J'ai jamais vu à un seul coup une femme gagner. Donc, quelle était la réaction? C'était le fait de se taire ou de laisser passer? Pour de la part de la femme, tu veux dire? La plupart, oui, se taisent et ne disent rien. Et celles qui vont voir la justice, donc ils ont une chance sur 10 que ça soit résolu. Oui. Ophélie, peut-être sur cette thématique, les femmes dans la rue et des moyens de l'en faire sortir ou de ne pas les y laisser. Ce que je trouve nécessaire de comprendre dans les violences conjugales qu'il va y avoir au sein des foyers, c'est que ça remet en cause toute une structure. En fait, ces femmes, si là, dans le cas que tu as dit, la femme qui a été défenestrée, elle a été reconnue partiellement coupable parce qu'elle est revenue, mais il faut aussi comprendre pourquoi les femmes, elles reviennent. C'est qu'elles sont soumises aussi à un système qui les exclut du marché du travail, qui les exclut en fait du monde politique. Et ça, c'était la revendication des féministes de 70, que le privé est public. Et les violences conjugales, quand là, les femmes se retrouvent à la rue, en fait, elles sont exclues d'un foyer qui est censé être le leur, dans lequel il y a une sécurité, et elles se retrouvent dans la rue, où il n'y a aucune sécurité. Et c'est une sorte de continuum, parce qu'elles se retrouvent dans l'espace public, en insécurité, mais c'est exactement la même situation que quand elles étaient au sein de leur foyer. C'est juste que c'est un espace clos, avec une insécurité. Et il me semble que si les politiques, les pouvoirs publics font rien, c'est parce que c'est structurel et systémique, en fait. Ce serait remettre en cause absolument tous les rapports femmes-hommes au sein du foyer, dans l'éducation des enfants, dans le travail, le rapport au temps, dans l'exploitation que la classe homme fait sur la classe femme, savoir l'exploitation de son corps, de son temps, de son énergie, de sa vie. Et je pense que ça, c'est un travail qui est hyper long, qui aurait dû être commencé il y a très longtemps et qui commence tout petit à petit, ce qui fait que là, les pouvoirs publics, pour moi, ils sont hyper timides et ils avancent pas, et on se retrouve encore avec des femmes qui sont juste chassées de chez elles, en fait. Louve. Effectivement, c'est un embrigadement qui est total et qui vient petit à petit, et donc c'est très très dur de sortir, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que certaines, je dis bien certaines, sont amoureuses. Il y a ça aussi. Elles sont amoureuses et elles n'ont pas d'autre choix dans leur amour que de se dire, bah non, ma vie, elle est construite, j'ai des enfants, tout est construit, comment on va faire pour, si je m'en vais, tout va être déconstruit. Je suis, donc certes, il y a une insécurité dans le foyer, mais il y a aussi une sécurité parce que tout est là, tout est construit. Donc à 40 ans, 60 ans, ça doit être extrêmement dur de partir et de se retrouver sans rien, seul, face au monde, face à tout. Donc après, pour rebondir sur ce que tu dis sur les politiques, je pense, après c'est un point de vue vraiment personnel, que c'est encore plus haut que ça. Les politiques, à mon avis, certes, ils peuvent décider de certaines choses, mais c'est encore plus grand. Enfin, c'est un combat qui est extrêmement, extrêmement difficile. Et voilà, moi, pour les politiques, je peux pas dire grand-chose en tant qu'écrivaine et que slameuse. Non, mais voilà, je peux me mettre à la place de ces femmes, même si on l'est jamais. Enfin, moi, je l'ai jamais été, heureusement. Je sais pas comment elles peuvent faire, et c'est très dur. C'est très éprouvant et c'est très dur juste de les voir et d'entendre cette jeune femme qui s'est fait défenestrer. Enfin, moi, en tant que femme, je me dis mais comment c'est possible? Comment on en arrive là, dans cette société-là? On écoute la suite? Oui, il me semble que c'est le camion douche.
qu'on a été voir un dimanche matin. Un dimanche matin sous la pluie avec Marco, Camion Douche, qui est donc une association qui donne des produits de soins, d'hygiène aux SDF et qui leur propose des douches pour se laver, etc. Donc on a été les voir pour leur demander notamment comment fonctionnait l'association, mais aussi s'il y avait des femmes qui venaient pour coller à la thématique. Et voilà ce qu'ils nous ont répondu. Bref, on a essayé de faire une interview. Exactement. Alors Sarah, bénévole au camion de douche depuis la création de l'asso, donc 2014. Voilà, on fait des sorties. On est au Quai des Savoirs tous les dimanches matins. Mais aujourd'hui c'est notre dernière sortie. Là on fait une pause pendant l'hiver parce que c'est trop compliqué ensuite de chauffer l'eau pour les gens et tout ça, donc les camions en fait ils tiennent pas la route, donc on fait une petite pause et c'est aussi le temps qui nous permet de mettre en place des collectes de fonds, de créer des événements, donc on n'est pas inactif pendant cette période-là. Voilà, c'est le moment où on se retrouve aussi pour trouver de nouveaux projets pour rapporter un peu d'argent à l'asso, quoi. Alors, les femmes à la rue, nous, depuis qu'on fait des sorties, on en croise. C'est vrai que c'est plus difficile pour elles de venir se doucher. C'est une démarche quand même qui est assez intime et ça peut parfois être compliqué pour elles de venir et d'avoir confiance. Souvent ça marche au bouche à oreille, donc les femmes qui viennent souvent viennent une première fois, elles regardent un petit peu de loin, on commence à discuter et puis la fois d'après elles visitent le camion. Du coup il y a une relation qui se crée, c'est comme ça qu'elles viennent se doucher, mais elles sont très minoritaires par rapport aux hommes. Alors il y avait une asso qui nous avait peut-être suggéré de faire une sortie avec un camion réservé aux femmes. On l'a évoqué, on n'en a pas encore... on n'a encore rien mis en place là-dessus. Voilà. Mais bon, je pense que quand il y a une création d'asso, il y a des choses qui se décident après coup, quand on fait le constat aussi du terrain et de la réalité. Donc voilà, pour l'instant, on n'est pas assez riche, donc voilà, ça se passe comme ça. Il y a une sortie et c'est mixte. Donc ça sera peut-être à penser à ce que je peux te dire. On a du lien avec pas mal d'assos, ouais. On est en lien avec du coup notamment le Secours Pop chez qui on laisse nos camions et avec qui on fait les sorties, ce qui permet aux gens de manger et de se doucher, donc le temps d'attendre ils peuvent se nourrir. Après on est en lien avec le DAL, le droit au logement, quand il y a des squats, il est arrivé que nous on se déplace là-bas et qu'on propose aux gens des squats de se doucher. Donc carrément à notre public, hein. On était aux arènes il y a 3 ans je crois. Voilà. Après il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à nous connaître, le CCAS en ville aussi il parle de nous pour permettre aux gens qui n'arrivent pas à suivre les horaires d'ouverture des douches publiques en fait, de pouvoir quand même bénéficier d'hygiène en venant nous retrouver, quoi. Donc on commence à se faire connaître un petit peu, donc c'est pas trop mal. Et puis le bouche à oreille ça fonctionne très très bien aussi. Comment on nous contacte ? Le site du camion douche, la page Facebook, le camion douche, très facile. Et après, on peut nous trouver le mercredi soir à Place Héraclès et le dimanche matin ici, au Quai des Savoirs. Et le lundi aussi au Secours Populaire avenue des États-Unis. Voilà. Merci Sarah. De rien. Agnès. Moi, je m'appelle Agnès, je connais le camion douche depuis 2016. Je suis bénévole depuis 2016. Et monsieur commençait à me dire qu'il y avait assez peu de femmes qui venaient par rapport aux hommes. Oui. Et je ne sais pas comment vous l'expliquez. Je ne l'explique pas. Vous n'avez pas de... Je ne l'explique pas. Non. Je dis peut-être elles sont prioritaires dans les centres d'hébergement. Ouais. Peut-être aussi elles se montrent moins. D'accord. Mais il y en a quelques-unes. Ce matin, quand on est arrivé, il y en avait quelques-unes. Mais c'est vrai que sont largement moins nombreuses que les hommes. Monsieur m'a dit qu'elle prenait surtout des packs, hygiène. Oui,
c'est vrai qu'elles ne viennent pas forcément prendre des douches. Ouais. Elles prennent des vêtements. Parce que peut-être aussi, ça, les douches, c'est... même si elles nous connaissent, c'est quand même se déshabiller et être plus que vulnérable dans un endroit fermé, mais quand même. Alors, ici, ça craint rien, hein, mais peut-être dans leur tête... C'est quand même un peu difficile de se déshabiller, même si elles sont à l'abri bien sûr, pour prendre une douche. C'est souvent les mêmes qui viennent? Oui. Ouais. Oui, c'est la plupart des gens qui connaissent en fait. Oui, voilà, les femmes et puis les femmes qu'on voit, oui, c'est toujours les mêmes. Ouais. D'accord. Oui. Voilà. Il y a une question qu'on se posait, pourquoi s'arrêter pendant la trêve hivernale, vu que là c'est une des dernières actions? Oui, alors parce que les bénévoles sont moins disponibles avec les fêtes de fin d'année. D'accord, ok. Et puis qu'on a besoin un peu de recharger les batteries, nous aussi. Mais beaucoup, oui, parce qu'on est moins disponible. De personnes. C'est pas une question de trêve ou de froid Non, alors il y a aussi le fait que dans le camion, on ne peut pas chauffer sans tirer sur les batteries. D'accord. Et donc là, c'est difficile. Soit on fait tourner tout le temps le camion de 9h à 13h et là, ça devient compliqué et on a le chauffage. Ou alors on met le chauffage mais on tire sur les batteries et on ne peut plus démarrer quand on repart. Ou alors on met pas du tout de chauffage, mais ça quand ils sortent avec les cheveux mouillés, on n'est pas plugué, on n'a pas l'électricité là dans le camion, donc on peut pas mettre de sèche-cheveux. Donc, et puis le camion reste froid, même s'ils avaient les cheveux mouillés, le camion reste froid quoi. Donc c'est un mélange de ça quoi. Pour ça. Et en sachant qu'il y a quand même d'autres structures d'hygiène, je crois, à Toulouse, en dur. Ouais. On est la seule mobile, mais en dur, il y a d'autres. Aujourd'hui, ça fonctionne pas en tout cas. Parce qu'on a les camions commencent à avoir des heures de vol, si j'ose dire. Et là, on a un problème d'amorçage d'eau. L'eau n'arrive pas dans la douche. C'est un camping-car, tout simplement. C'est pas un système particulier. C'est un camping-car, mais là, il est forcément, bien sûr, très sollicité. On les a déjà achetés pas neufs. Et puis, il fonctionne beaucoup. Celui-là, c'est le premier. C'est le premier, donc ça veut dire qu'il tourne depuis 2014. Ah oui. Vous en avez plusieurs du coup? Deux. C'est parti de l'idée, c'est une jeune femme qui a... bonne journée. Une jeune femme qui a entendu une émission sur France Inter, l'équivalent à Paris, qui s'appelle le Mobile Douche. L'idée lui a plu, elle en a parlé à son papa. Voilà, c'était Héloïse et Jérôme Brière et voilà, et crap qu'ils ont. Et à l'origine, c'est une histoire de famille, ça. D'accord, ok. Il y a la grand-mère de Héloïse qui est à l'intérieur là, il y a les tantes, les sœurs, les grands-parents des deux côtés, la maman d'Héloïse aussi, bien sûr. Donc, voilà, à l'origine, il y a vraiment une histoire de famille. Puis après, ça a grandi avec les connaissances et puis voilà quoi. Toutes les assos. D'accord. Voilà. Olivier, on prend le petit déjeuner et on va voir mes amis du camion douce, hein? Que tu connais depuis combien? Longtemps, trop longtemps, hein, c'est vrai. Voilà, trop longtemps, voilà. Exactement. Au moins 5-6 ans, au moins. Ok, c'est quoi ta situation toi? Alors pour l'instant, je suis au chômage, j'ai pas toujours été au chômage bien sûr, mais j'ai la chance maintenant d'être hébergé. Avant, c'était pas hébergé, donc c'était un peu le bordel. Dans les centres d'hébergement d'urgence, c'est le bordel parce qu'il n'y a plus de place. Et moi, j'ai trouvé une solution transitoire qui me convient très bien pour l'instant. Voilà. Tu croises des femmes Je croise beaucoup de gens. Bon, je suis plus à la rue réellement. Avant, c'était le cas. Maintenant, moins. Et malheureusement, malgré ce qu'on peut dire, on ne mélange pas dans la rue les hommes et les femmes. Dans tous les centres d'hébergement, tu as des centres d'hébergement uniquement féminins, uniquement masculins, mais tu n'as pas des mix. Ça n'existe pas. Alors, bon, on se demande pourquoi. Franchement, mais bon, évidemment qu'on sait pourquoi. Mais donc les femmes sont les bienvenues. Je connais beaucoup de femmes qui sont aussi ETF, mais bon, voilà, c'est aussi dur pour elles que pour moi. Voilà. Et elles se disent beaucoup plus victimes que nous. Pourquoi pas? Nous, en tant les hommes. Pourquoi pas? Je peux pas définir s'il y a une misère qui est plus difficile qu'une autre misère. Je ne crois pas qu'il y ait une misère plus difficile qu'une autre. Voilà. Les femmes sont plus vulnérables que les hommes?
elles se battent pour être l'égale des hommes, d'accord? Donc, si vous êtes égal, autant être égal dans la merde aussi, hein, si vous voulez vraiment être égal. Bon, c'est méchant ce que je dis, bien sûr, mais bon, je supporte pas plus la cause féminine que la cause masculine. Mais voilà, ok, elles sont vulnérables, d'accord, mais moi aussi je suis vulnérable. Et moi aussi j'ai du mal. Et donc vous aussi vous avez du mal, peut-être. Je suis désolé pour vous, mais pour moi d'abord. C'est pas de l'égoïsme, hein, c'est voilà. Je vais pas dire chacun pour sa gueule, mais bon, quand même. C'est difficile, surtout dans ce milieu-là. Tout le monde réclame des grandes mesures qui viendraient de Monsieur le Président, comme s'il avait une baguette magique et qu'il était capable de tout faire. Non, il n'est pas capable de tout faire. Il fait ce qu'il peut, ou ce qu'il croit pouvoir faire. De ce qu'il en connaît, parce qu'il n'en connaît pas grand-chose. Je crois pas qu'il était dans la rue une fois dans sa vie, ce monsieur. Et c'est pas parce qu'on est dans la rue qu'on connaît la vie de la rue. Évidemment, on la connaît sur la vie. Mais on peut aider les gens qui sont dans la rue, même si on n'est pas soi-même SDF. Et c'est le cas des assistantes sociales qu'on croise un peu partout, qui font d'ailleurs beaucoup bien leur travail, souvent. Et je les remercie. Merci, mesdemoiselles les assistantes sociales. Je suis un optimiste de nature. Et je veux le rester, le plus longtemps possible. La chose à dire, c'est que là je viens de voir un camping-car pour le camion douche du coup. Je vais faire évaluer le C25 pour aller le faire remplacer. Donc pas très loin du secours populaire. Dès demain je ferai examiner. Un nouveau camion? C'est ça, ouais, parce que le C25 il va pas tarder à leur claquer à la gueule. Alors vous êtes qui? Votre prénom? Alors moi c'est Alain et je suis un bénéficiaire comme tout ce petit monde du secours populaire, mais en recherche d'appart aussi derrière, dont à partir de demain je peux m'attendre à visiter 2 appartements déjà. Donc merci. Tout est à suivre. Ça c'est le vieux camion. Ouais. Il y en a 2. Femmes sur la bande FM, vient d'écouter donc l'interview de l'association Camion Douche, le reportage on pourrait dire. Ouais, il y avait un peu reportage. Du monde, il y avait 2 stands en fait, Camion Douche d'un côté. Et le Secours Pop, hein, il me semble, en face, qui donnait de la nourriture. De la musique, ouais. C'était assez vivant malgré la pluie, malgré une forme d'indifférence au bout de cette allée Jules Guesde devant le centre universitaire institutionnel, où pas grand monde s'arrête, où les femmes ont là aussi une certaine difficulté à assumer en public finalement une situation assez humiliante et dont la société a tendance à pointer du doigt. Voilà. Une réaction sur ce camion douche, l'hygiène, le corps des femmes. Est-ce qu'il y a un signe distinctif avec les hommes sur ça, une injustice là aussi de base? Ophélie, dont on a envie d'entendre à nouveau le point de vue. Je dirais la différence de base, c'est les règles. Les règles... Ce qu'on appelle le cycle menstruel. Menstruel, ouais. Les menstruations, et déjà dans la vie de tous les jours, ça reste un coût. Il faut pouvoir acheter, faut s'organiser, faut être réglé. Quand on est réglé, c'est encore beaucoup plus simple. Et je pense que quand on est dans la rue, il faut penser à d'autres choses. Il faut penser à se nourrir, dormir, se protéger de la pluie, des intempéries. Et après, en plus, il faut penser à ça, ce qui fait qu'il y a une charge mentale un peu plus importante que les hommes. Ils n'ont pas à se préoccuper de ça. Et une charge économique aussi. Du coup, il faut pouvoir payer ces soins-là. Et du coup, l'entretien aussi par les douches, pouvoir se laver, c'est aussi pouvoir enlever le sang qu'on n'a pas pu contenir ou ce genre de choses. Et je pense juste là, pour le camion de douche, si moins de femmes viennent, c'est... que souvent les lieux les lieux mixtes comme ça fait reculer un peu les femmes. Ouais. Oui, surtout quand il est question de corporel, de soins corporels, d'hygiène. Louve, en tant que femme. Tout a été dit. Non, mais tout a été dit. C'est vrai que en tant que femme, quand on a le cycle menstruel, on a besoin de se laver, on a besoin de se sentir propre. Chaque femme, c'est des douleurs, c'est des douleurs extrêmes. Ça peut être vraiment... En plus, comme on a la charge mentale en plus, les douleurs, à mon avis, elles sont encore plus décuplées. C'est fatigant.
On peut avoir des maux de tête, on peut avoir des nausées, il y a tout qui rentre en considération. Et en plus, dans cette insécurité-là, c'est terrible. J'ai pas d'autres termes que ça. Déjà, quand on est une femme, c'est terrible. Alors qu'en plus, non, mais vraiment, de manière générale, c'est terrible. Mais en plus, quand on n'a pas rien pour se protéger, quand on est seul, quand on est, enfin, voilà, je peux pas trouver d'autres mots que c'est terrible. Et donc après, pour rebondir sur les douches, oui, il y a cette mixité qui fait que ça peut faire reculer parce qu'il y a toute l'intimité qui est déjà entre femmes, on a cette intimité là, donc en plus avec des hommes, c'est à la limite de l'impossible. Donc je peux comprendre qu'elles ne viennent pas. Ce qui n'enlève rien au travail qui est proposé par évidemment l'association le camion douche. Bien sûr, quand même, elles viennent moins, mais elles viennent quand même. Elles viennent quand même, il faut quand même les féliciter, sachant que les moyens qu'ils sont pas extraordinaires, dixit les pouvoirs publics, et que même le camion qu'on a pu observer n'est pas totalement accueillant, puisqu'ils ont une difficulté pour avoir le chauffage, que s'ils font tourner le camion à fond... quelques minutes, enfin bref, c'est voilà. Donc ils ne sont pas encore, je dirais, totalement opérationnels. Pour les femmes, encore plus si c'est mixte, encore plus si le camion et les moyens ne sont pas à la hauteur de l'exigence que ça mériterait. Mais le camion douche.org vous attend pour les soutenir. Amine. Oui, alors, de mon point de vue, je pense que ça aurait été plus accessible pour les femmes d'avoir ce camion douche réservé que pour les femmes. Parce que moi, je pense que les hommes peuvent s'en procurer un peu partout. Et la femme a un fort besoin de ces produits hygiéniques chaque jour, on va dire. Est-ce que tu penses que c'est un autre problème au niveau de l'image de la femme? Parce qu'on a cette idée que justement la femme doit être propre, doit être belle, donc même peut-être elle-même, de s'imaginer sale, etc. C'est peut-être un frein, tu penses? Oui, je pense que c'est un frein pour les femmes. Comme on a vu dans le film des Invisibles, quand elles commencent à avoir de l'aide et un appui, donc elle commence à se faire belle et ça remonte le moral et voilà, ça l'implique beaucoup dans son combat dans la rue. Ouais. On va en parler juste après d'ailleurs, c'est une excellente transition pour le coup, mais il me semble qu'on a Louve justement, son slam, donc on va l'écouter, c'est un slam sur les violences. Que tu peux peut-être expliquer avant ou pas Oui, un petit peu, vite fait. Tu slams depuis un petit moment? Je slame depuis environ 6 ans, que j'écris beaucoup de poésie, de poèmes, et je slame pas mal aussi. Sur un peu tous les sujets, donc c'est vrai que j'ai été amenée à écrire des sujets sur les femmes, parce que c'est un sujet qui me touche. Ce slam, il s'intitule « Chercher la clé », donc c'est vraiment dans la thématique de l'exclusion de la femme, dans une femme... J'ai bugué. Non, mais... Ok, bon, pas parfait. Bon, donc voilà, non, mais sur vraiment une femme qui est battue et comment elle fait pour s'en sortir, si elle peut s'en sortir. Parce que voilà, donc ça s'appelle « Chercher la clé ». Je vais le démarrer. Je suis une autrice à la haute triste, mais j'essaye d'être une auteure à la hauteur. Et aujourd'hui, je jette les ronces. Oui, je dénonce. J'ose une prose dans ce monde qui s'ankylose. S'il y en a 100 kilos, alors moi aussi je vais l'oser dans cet écrit. Je ne veux pas rentrer chez moi. Je ne veux pas insérer la clé dans la serrure.
Ça m'affecte, ça s'infecte, et les clés sur un trousseau comme un trou pour sauter, baiser, enfoncer la clé dans la serrure comme quand il enfonce son sexe dans le mien. Je suis une ordure à ses yeux, la plus affreuse des femmes, c'est un mélodrame. Un peu comme sur une scène, je sens bien venir la peine car j'ignore quels sont les désirs de cet homme qui s'apprête à me détruire. Mais qu'importe, devant la porte, j'ai perdu la clé. Je pourrais sonner, me faire assommer, frapper contre la porte de sorte qu'il vienne m'ouvrir, ouvrir la chair de sa chair aimée. Je cherche la clé au fond de mon sac, sacrée vie massacrée. Je cherche encore la clé, mais laquelle ? Celle de la souffrance, je l'ai trouvée. Celle de la clairvoyance, peut-être de la clémence, de l'intelligence, peut-être même celle de l'indulgence. Être un kleptomane de mon âme, est-ce ainsi que je le vois ? Je ne sais pas, je ne sais plus, j'ai tout perdu, lui a gagné. À présent, l'or dans ses mains, son corps entre mes reins, mais en ce qui me concerne, plus rien. Si peut-être les cernes avec le ton à force de lutter, d'essayer d'échapper à cette vie, mais je suis happée dans ce tourbillon, cette espèce de huis clos, il m'enferme, je ferme ma gueule et il clôture mes mots. Je cherche la clé, la vérité, ma véritable identité. Mon cœur est verrouillé et moi je suis décomposée, devant des composés face à leur télévision, des visions d'horreur, et si c'est lui qui avait la clé ? La clé de mon appartement, oui, un 200 mètres carrés de marbre blanc, une couleur glaciale qui reflète notre vie insupportable. Au début, tout est rose, au fil du temps, ta névrose s'empare du reste, rien de céleste, juste notre impuissance. Aucun amour, aucun détour possible, des tourments, des mensonges, des songes évanouis, c'est inouï tant de bêtises dans les couples. Les couplets, les refrains sont les mêmes depuis 10 ans. 10 ans de vie pourrie avec une pourriture, de la torture, de la souffrance, de l'absence et des coups bas, des combats, du sang, un couple sanguinaire, des nerfs en crise, bref, une crise de la quarantaine, mais je suis en quarantaine, rien d'étonnant. Le détonateur est pour l'heure enclenché, combien de temps encore avant ma mort ? Je suis devant la porte, je cherche la clé, je pourrais me barrer, lui dire adieu et dire adieu, par pitié, aide-moi. Dans ce foyer qui pue, purifie ma foi, aide mon cœur à retrouver ses esprits ou demande aux esprits de faire un geste. Il gesticule, il me bouscule, oui, il ment. Et moi, je ne veux pas. Je ne veux pas le voir, je ne veux pas l'écouter, je suis dégoûtée, écœurée de sa présence et je le hais. Et pourtant, je suis à la porte et je cherche la clé. Il m'a entendu, il m'a attendu, m'a tendu un piège, je ne peux plus reculer, je ne peux plus m'enfuir, juste subir, le voilà qui vient m'ouvrir, j'entends ses pas derrière le bois, tel un chien, il aboie, il ouvre cette putain de porte et je suis là, face à lui. Il a les clés et les cartes en main. Mais lesquelles ? La carte bleue, la grise, la verte, il les a toutes. Il a en main sa dame de cœur qu'il pique, il est las, je suis las. Donnez-moi un aspartame, ma vie est en jeu. C'est un échec. Merci. Donc oui, Louvre qui travaillera même avec nous pour des ateliers et avec Faisal qui est aussi un slammer. Je parle avec elle, on aime beaucoup les slammers. On peut peut-être te retrouver où ? Dans des salles, dans des toulousaines ? Il y a plusieurs salles toulousaines qui proposent des soirées slam où je me rends de temps en temps. Voilà, j'y suis pas tout le temps, mais ça m'arrive d'y être et de présenter certains slams. Laurent ? Oui, alors du coup, on en a déjà parlé, mais on a été voir Les Invisibles avec un groupe d'habitantes. Donc, on lance un petit peu toutes les réactions collectives. On a fait un débat ensuite et donc on l'a enregistré. Avec l'association Parle avec elle. Et j'ai trouvé qu'elle était vraiment super. Comment elle s'appelle, l'amie, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, mais elle est extraordinaire. Et c'est vrai que la société d'aujourd'hui, dans ce monde, la femme, elle n'a pas le droit, c'est tabou encore, même dans la société où on parle de la révolution informatique et tout. La femme, elle reste quelque chose qui est le reflet de la famille. Donc, voir une femme dans la rue, je dirais, nous-mêmes, les femmes, on a du mal à l'accepter. Donc, les hommes aussi. Donc, voir une femme dehors, elle n'a pas de volonté. Elle n'en veut pas. Avec tous les aides qu'on a aujourd'hui, elle peut avoir des aides, elle peut voir ceci. Alors que non, une femme, elle peut se retrouver, voilà, parce qu'elle a travaillé, elle peut avoir pendant des années pas d'aide, ni rien du tout. Elle se retrouve à la rue comme tout le monde. Et voilà. Après, il y a des problèmes perso aussi. Il y a un livre que j'ai lu il y a longtemps qui s'appelle Se cacher pour mourir. Et c'est pareil, qui parle aussi des centres de domicile fixe à Paris, où il y a des centres de clochards qui meurent, mais les gens ils détournent. Tout à l'heure, tu as posé la question, oui, on ne veut pas les voir. C'est pas qu'on ne veut pas le voir, c'est qu'on les voit, mais non, on est gêné. On est gêné.
on va faire le tour plutôt que de passer, de dire juste bonjour. Et c'est vrai que le monsieur il disait, juste un regard, ça me suffit des fois. On n'a pas besoin de me donner une pièce pour me réchauffer. Et on a peur peut-être de ce que la société nous renvoie de nous-mêmes. On n'est pas généreux, on a du mal à... C'était encore hier, je sortais de magasin, il y avait une dame qui demandait excusez-moi, chez l'autre, et puis caca allait travailler. Donc avec tout ce qui se passe dans la société, c'est vrai que c'est pas évident non plus. Autant on peut comprendre qu'il y a des gens, les émigrés, entre parenthèses, on les accepte parce qu'ils ont quitté leur pays, mais quelqu'un qui vit en France, être sans domicile fixe, c'est pas possible. Parce que la société n'accepte pas. Donc, après, c'est vrai qu'on parle des foyers, on parle mais c'est dur aussi d'être dans un foyer parce qu'il faut rentrer le matin, il faut sortir. Non, pardon, il faut rentrer le soir, il faut sortir le matin. Il y a des heures d'ouverture, il y a des heures de sortie. Après, quand on est en communauté, c'est pas évident non plus d'avoir des règles. Quand une personne a vécu pendant des années sans règles, il y a des foyers qui acceptent pas d'animaux. Dire oui, toi tu peux rentrer, mais ton chien ne rentre pas. Donc c'est vrai que pour une fois, je sais pas si ça a été réalisé que par des femmes, mais je sais plus, franchement je sais pas, mais c'est vrai que la May, elle était vraiment super, Alexandra, mais elle était géniale. C'est une femme que je connaissais comme ça, mais je sais qu'elle a en France parlé et qu'elle a été vraiment touchée quand on parle de se débrouiller. Qu'on voit dans les quartiers populaires, on se débrouille avec les moyens qu'ils ont, c'est vraiment super. À un moment donné, il dit oui, mais je fais ça pour faire ça. Il y a des tas de choses qu'on peut dire. Parle. Si je commence à parler, ça ne s'arrête pas, ce que j'ai au fond de moi-même. C'est ce qu'on va entendre, nous. Parce que ça renvoie à nos propres situations. Ça dégage, ça fait beaucoup de bien, je comprends. Expérience. Oui. Ça fait du bien ou ça fait du mal? Ça fait un peu des deux? Non, ça fait du bien. Ça fait du bien quand on dégage. Ouais. Quand on voit des gens qui nous écoutent, c'est réconfortant. Quoi. Bien d'extérioriser ce qu'on a au fond. C'est surtout l'écoute. L'écoute, voilà ce que je dis. Et quand on voit des gens qui sont en notre écoute, et de parler, de vider, ça nous rend... Enfin, on commence à avoir un peu de sourire, dire enfin, je me sens que je suis écoutée, qu'on m'a donné un peu d'importance. Ça fait beaucoup de bien. Oui. Parce qu'il y a cette idée de relâchement et par exemple la jeune fille arrive et puis parfois elle n'est pas là, parfois et il faut continuer à la mobiliser quand même. C'est ça qui n'est pas facile, même pour la travailleuse sociale, on le voit, qui elle-même a des soucis. Il y a ce double et elle s'occupe des autres. Ouais. C'est ça. Ouais. Tu donnes ton vrai nom. Je répare de l'électroménager. Je l'ai appris en prison. Parce que j'ai tué mon mari. Attends, Chantal. J'aime pas mentir. Oui, mais tu mens. Audrey, elle dit pas qu'elle a un problème avec les hommes. Non, attends, moi j'ai aucun problème avec les hommes. Voilà, Audrey, là, elle ment. Et c'est pas grave. Je vais rapporter des luminaires de chez moi. Donc retour sur le plateau de Femmes sur la bande FM, après ce tour de table, un petit peu tour de micro pour le moins, de certains habitants bénévoles de Parle avec elle sur ce film Les Invisibles. Quelqu'un connaît ce film? Notamment Amine qui était, donc qui nous en a déjà un peu parlé. Peut-être que tu peux nous reparler de ce film et ce que tu as ressenti. Oui. Alors, le film montrait plutôt l'histoire des femmes dans la rue et l'entourage et le suivi avec les travailleurs sociaux. Donc c'était un film qui dégage un côté d'humour et aussi c'est très émotionnel. Du coup, moi je trouve que c'est une belle expérience et aussi j'ai appris beaucoup de choses en regardant ce film parce que je ne connaissais pas la situation des femmes dans la rue et le danger que ça représentait. Ouais. Je sais que Louve aussi a vu le film pour le coup. Oui, je suis allée voir le film récemment. J'ai envie de remercier le réalisateur et les actrices
pour toutes les émotions qui nous ont fait passer dans ce film, qu'on passe vraiment du rire aux larmes, c'est le cas, parce que c'est ça traite d'une situation qui est dramatique, avec énormément d'espoir et avec énormément d'humour. Et c'est un film qui est incroyable. Voilà, je peux dire. On t'a donné envie d'aller le voir, Ophélie. Du coup, donc voilà. C'est tout pour Les Invisibles. Peut-être. Comment ? Ça fait pas beaucoup. Tu peux dire un peu plus. Non. Alors, pour donner envie à Ophélie d'y aller, peut-être que vous pouvez décrire un peu, même si on a eu le magnéto. Hein, mais... Moi, je propose au-delà de d'aller voir Les Invisibles, aller voir les assos qui s'occupent des invisibles, qui auraient besoin même de discuter, que sais-je encore, de soutien, de contact. Donc on a le camion douche, mais je pensais aussi à ce que fait le DAL, quand même, pour accueillir des gens dans la rue, des familles, peut-être un peu plus que des femmes seules, mais je crois pas qu'ils aient des quotas spécifiques, et je peux vous recommander d'aller voir le DAL qui s'est installé à l'hôpital Lagrave, qui est une petite maison où il propose justement des chambres dans des bonnes conditions d'hygiène, de douche, d'accueil, voilà. Donc c'est toutes ces assos et ces actions invisibles qu'il s'agit de faire remonter, que le film a priori fait honneur, à qui le film fait honneur. Oui, rappelons-le, le DAL, le SAMU social, etc., qui sont dans le camp des femmes, donc ils interpellent eux-mêmes les élus et les politiques publiques pour dire que eux n'ont pas de moyens pour ça. Donc jusqu'à la trêve, apparemment, ce camp des femmes a fait bouger les choses. Mais rappelons qu'après le 31 mars, c'est la crève. Voilà. On remercie Amine, Ophélie et Louve. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bon moment, je ne sais pas. Louve, une dernière réaction peut-être ? Tout va bien, on te retrouve donc. Vive le slam, c'est ça ? Non, oui, vive le slam, et merci pour l'accueil ici, et puis au plaisir de vous retrouver. Vive l'expression citoyenne, Ophélie. Ouais, merci à toi de nous avoir accueillis aussi. Et moi, je voudrais faire du coup une célébration, comme tu l'as déjà faite, pour toutes ces associations et ces organismes qui se mobilisent pour les femmes et toutes les personnes dans le besoin. Donc, grosse célébration pour ces personnes-là. Et Amine, vive les femmes. Vive les femmes, et merci de nous avoir accueillis. Laurent, vivement la semaine prochaine. Voilà, exactement. Salut à tous et toutes. Salut. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project, pour moi, c'était... En fait, je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes, plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays, que je me suis dit, en fait, le genre, il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran, et à Berlin, et Caserta, Italie. Et je profite, puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus 2018. 2019.